l'activation ovocytaire. Les recherches. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole au docteur Fathi Ben Amara pour nous parler de l'évaluation de la fertilité féminine. Marhaba bik, c'est Fathi. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de m'avoir invité pour parler de l'évaluation de la fertilité féminine. Voilà. Donc, si on fait une enquête, si on pose la question aux couples mariés, donc combien de fois on a consulté pour un problème d'hypofertilité, on va trouver que 20% du couple déclarent avoir eu des consultations pour désir de grossesse. Et uniquement 50% de ces couples, c'est-à-dire la moitié, ce qui représente 10% du couple, vont être étiquetés comme des couples infertiles. Donc, les étiologies de l'hypofertilité du couple, et là on va commencer à parler d'hypofertilité du couple, et pour des raisons d'organisation, je pense que la stérilité masculine ou l'hypofertilité masculine va être traitée cet après-midi par nos amis urologues. Donc, les étiologies, un tiers des cas, c'est des causes féminines, un tiers des cas, c'est des causes d'origine masculine, et dans un tiers des cas, c'est des causes mixtes. Quand est-ce qu'il faut commencer à explorer une hypofertilité du couple? Classiquement, quand on était à la faculté de médecine, on nous a enseigné que cette exploration devrait se commencer à partir de 2 ans du mariage. Au-delà de 2 ans, s'il n'y a pas eu de grossesse, on commence cette exploration. Actuellement, à l'échelle, je pense, internationale, à l'unanimité, on est plutôt en faveur d'une exploration à partir d'1 an de rapport sexuel régulier. Cette exploration peut être plus rapide et elle doit se faire soit immédiatement, soit au maximum des cas dans 6 mois qui suivent bien sûr le mariage. Si la femme a plus de 35 ans, et actuellement on voit de plus en plus de femmes âgées de plus de 35 ans qui n'ont pas d'enfants, ou si la femme a des troubles de cycle avant même de commencer cette activité sexuelle, ou s'il y a des antécédents gynécologiques qui peuvent bien sûr retentir sur la fertilité de cette femme, ou en cas de présence d'une pathologie masculine qui pourra retentir sur le pronostic ou sur la fertilité ultérieure. Donc, dans l'espèce humaine, la fécondabilité, la notion de fécondabilité, c'est-à-dire la probabilité de concevoir chez une femme, quand elle a déjà un rapport avec un spermogramme qui est normal, et le rapport s'est déroulé au moment de l'ovulation, donc les chances de grossesse sont de 25% dans l'espèce humaine. Et donc 25%, ceci va aboutir à presque 90% des femmes vont avoir déjà une grossesse au bout de 2 ans du mariage. Donc c'est pour cette raison que le taux de stérilité est aux alentours de 10%. Donc des récentes études ont montré que 50% des femmes deviennent enceintes dans les 2 premiers cycles et 80 à 90% dans les 6 mois qui suivent une activité, bien sûr, sexuelle régulière. Et donc, la question du bilan peut être actuellement proposée à partir de 6 mois de rapport sexuel régulier, et pas 1 an. Et là, on va partir donc on va voir donc l'influence de l'âge. Et on a dit que chaque fois que la femme est âgée de plus de 35 ans, il vaut mieux commencer d'une façon précoce, tôt, même avant les 6 mois de rapport sexuel régulier. Et on voit que à 35-39 ans, les chances de grossesse au bout d'une année de rapport sexuel régulier ne sont que de 52%. Ce qui justifie bien sûr la prise en charge précoce de ces patientes. Donc, quelles sont les causes de cette hypofertilité? Donc, on a dit que c'est dans 30% des cas, c'est des causes féminines, 30% c'est des causes masculines, 30% des cas, c'est des causes mixtes, et dans 10% des cas, c'est des causes idiopathiques et qui n'ont jamais été étiquetées. Quand on dit que des causes idiopathiques, c'est-à-dire toutes les explorations sont correctes. On va s'intéresser essentiellement à l'hypofertilité féminine. Il peut s'agir de troubles de l'ovulation, des causes hypothalamiques, hypophysaires, de troubles systémiques, de troubles ovariens, ou bien une pathologie tubo-péritoniale qui est assez fréquente, ou bien des anomalies utérines, et bien sûr d'autres causes qui peuvent se voir, bien sûr les causes mixtes, et on va s'y limiter à cette partie donc, des explorations. Tout ce qui est cause masculine sera traité l'après-midi par nos amis urologues. Donc, quelles sont les conditions normales pour qu'il y ait une grossesse pour la conception normale? D'abord, il faut qu'il y ait une ovulation normale,
des trompes qui sont perméables, un appareil génital permettant des rapports sexuels complets et donc un contact spermatozoïde glaire cervicale, une glaire cervicale de bonne qualité perméable et une muqueuse utérine qui est réceptive et qui est propre à l'anidation et il n'y a pas d'anomalie de l'anidation. Chez le couple, il faut qu'il y ait aussi des rapports sexuels à intervalles rapprochés, ciblant la période, bien sûr, de la fécondabilité de la femme. Bien sûr, le côté masculin sera traité plus tard. Donc, quels sont les buts de la première consultation? C'est un couple qui va vous consulter pour un désir de grossesse. On a dit qu'à peu près 20% vont consulter pour un désir de grossesse et uniquement 10% vont être étiquetés comme hypofertiles. D'abord, c'est pour confirmer le diagnostic, dépister une cause simple de cette hypofertilité. Il peut s'agir d'une mauvaise connaissance de la période de fécondabilité et pratiquer un bilan de base qui sera complété selon le premier résultat de l'évaluation clinique. Donc, sur le plan clinique, donc, la première consultation va commencer par l'interrogatoire. Donc, pour préciser l'ancienneté de la stérilité, qui est un paramètre pronostique assez important. Plus la stérilité est ancienne, plus le pronostic est en quelque sorte réservé. L'âge de la patiente, en effet, la fécondabilité, on l'a déjà vu, baisse à partir de 35 ans. La profession de la patiente, mais aussi de son conjoint, les antécédents familiaux de stérilité dans la famille. Et ça a été déjà dit, qu'il y a des causes génétiques à l'hypofertilité, par exemple l'X fragile, là les antécédents familiaux sont assez importants. Les antécédents médicaux à la recherche, bien sûr, d'une maladie chronique qui pourra retentir sur la fertilité de cette patiente. Les antécédents chirurgicaux, de chirurgie abdominale et pelvienne, la fréquence des rapports sexuels, le trouble de la sexualité, essentiellement le vaginisme, l'impuissance, le trouble de l'érection, et la consommation du tabac. On doit préciser aussi les antécédents gynécologiques qui doivent être détaillés, l'âge de première règle, la longueur de cycle, le syndrome prémenstruel, s'il y a eu ou non des grossesses auparavant, des fausses couches qui ont été révisées ou non révisées, des grossesses extra-utérines, des accouchements, la notion d'infection génitale, les examens déjà pratiqués, leurs résultats, ainsi que les explorations chirurgicales, et si c'est possible, le compte-rendu opératoire donc, de ces explorations chirurgicales. L'examen clinique de la patiente qui consulte pour un problème d'hypofertilité, c'est un examen clinique qui est classique. Essentiellement, on doit préciser le morphotype, rapport poids-taille, la présence de pilosité, d'hirsutisme, l'inspection du périnée à la recherche d'une malformation périnéale, l'examen au spéculum essentiellement pour apprécier le vagin, le col, la glaire, par rapport à la date des règles, un toucher vaginal pour évaluer la taille utérine, l'examen des seins, essentiellement à la recherche d'un écoulement mamelonnaire bilatéral, essentiellement une galactorée, qui peut à elle seule expliquer, bien sûr, l'hypofertilité, sans oublier d'examiner la loge thyroïdienne. Donc, au terme de cette première consultation, le diagnostic d'hypofertilité est confirmé. Et là, on utilise plutôt le terme d'hypofertilité que stérilité, parce que la stérilité est souvent un état définitif, c'est l'absence de possibilité de grossesse. Bien sûr, au terme de cet examen, certaines causes de non-fécondation sont dépistées, comme bien sûr des rapports sexuels en dehors de la période de fécondabilité. Et dans ce cas, il suffit de réexpliquer et d'éduquer le couple et ça va résoudre bien sûr le problème, ou bien l'absence de rapports sexuels. Non, les causes sont variables. En l'absence, bien sûr, de facteurs d'orientation, quel bilan paraclinique on est censé demander de première intention chez un couple, ou plutôt chez une femme qui consulte pour un problème d'hypofertilité? Il y a le bilan féminin, essentiellement courbe de température, l'hystérosalpingographie, le bilan hormonal. Le bilan de couple qui se résume essentiellement à un test postcoïtal, un test urinaire, et le bilan masculin. Donc là, on va se limiter pour cette présentation au bilan féminin et au bilan de couple. Donc, pour apprécier le versant, bien sûr, féminin, on va commencer par la courbe ménothermique. C'est une méthode qui est simple, qui est peu coûteuse et qui va permettre de présumer la survenue et la date et la qualité de l'ovulation. C'est des conditions qui sont précises, toujours avec le même thermomètre, toujours par la même voie, et le matin au réveil avant de mettre le pied par terre. Normalement, pendant les jours qui suivent les règles, la température basale est aux alentours de 36,5 degrés Celsius. Puis, d'une façon brutale, cette température va commencer à augmenter et ce décalage, en fait, cette augmentation de la température
va correspondre à l'ovulation. L'ovulation est repérée comme étant le point le plus bas avant l'ascension de la courbe, qui va être suivi par un plateau thermique de 12 à 14 jours, qui est la durée ou l'âge du corps jaune. Puis, la température retombe la veille du premier jour des règles. Un exemple, bien sûr, de courbe de température avec les examens qui ont été demandés selon cette courbe de température. Mais cette courbe a des limites. Et actuellement, elle est peu demandée et peu pratiquée. La courbe de température n'est plus le moyen de prédire la date de l'ovulation. Et le nadir n'est pas toujours facile à préciser, n'est pas toujours synonyme en quelque sorte de l'ovulation. C'est pour cette raison, elle est assez délicate à pratiquer, elle est assez astreignante et du coup, donc, elle n'est pas très utilisée actuellement. On va passer aux autres explorations paracliniques, essentiellement l'échographie, et surtout l'échographie par voie endovaginale, mais qui devrait être tout le temps couplée à l'échographie par voie suspubienne. Donc cette échographie endovaginale est un examen simple à réaliser, qui n'est pas invasif, et qui va rechercher des signes, des facteurs d'infertilité, à savoir bien sûr des facteurs tubo-péritonéales. Il faut savoir que seules les trompes dilatées sont visibles à l'échographie endovaginale classique. Donc, on va rechercher des anomalies utérines qui peuvent expliquer, bien sûr, cette hypofertilité, des malformations utérines, des hypoplasies ou de l'adénomiose, des fibromes intracavitaires, et évaluer l'état des ovaires avec éventuellement un compte de follicules en trop, et chercher un syndrome des ovaires micropolykystiques. Et cette échographie peut être couplée à une accentuation de contraste, ce qu'on appelle l'hydrosonographie ou échographie vaginale avec accentuation de contraste. Cette hydrosonographie, elle va permettre de mieux étudier la cavité utérine. Donc, après installation, bien sûr, assez souvent de séromphies. Et on peut voir là des images, de belles images de polypes intracavitaires qui sont diagnostiquées à l'hystérosonographie. Donc, deuxième examen qu'on va demander, c'est l'hystérosalpingographie. On ne peut pas commencer le traitement d'une hypofertilité, surtout quand on est sur des protocoles de plus en plus lourds, et c'est coûteux dans notre pays tout le temps, l'AMP, donc sans demander une hystérosalpingographie. En fait, cette hystérosalpingographie est indispensable dans le bilan d'infertilité. Elle n'est pas demandée s'il y a une indication absolue à une fécondation in vitro d'origine essentiellement masculine. S'il y a une cryptosospermie ou une azospermie, on peut se contenter d'une simple échographie donc, endovaginale pour évaluer l'utérus. Cependant, parfois, ça pose un petit problème dans les prises en charge par la CNAM. Quand il n'y a pas d'hystérosalpingographie, on va vous demander de faire cette hystérosalpingographie. Il suffit d'écrire une lettre avec un compte rendu d'échographie et la prise en charge, je pense, sera accordée. Donc, cette hystérosalpingographie sera réalisée après les règles, en dehors de tout contexte infectieux, avec éventuellement une couverture antibiotique. Elle permet d'apprécier la cavité utérine, de chercher des malformations utérines, des images intracavitaires, de polypes intracavitaires ou de fibromes, ou bien des synéchies utérines. Elle recherche aussi, bien sûr, et essentiellement la perméabilité tubaire. Elle évalue la perméabilité tubaire avec le brassage péritonéal et la visualisation des trompes. Donc là, on a des exemples de malformation utérine, un utérus cloisonné, mais aussi associé à une synéchie utérine. Là, c'est une hystérosalpingography normale, et là, c'est deux hystérosalpingographies qui montrent des hydrosalpinx avec probablement un petit phimosis qui est assez important de ce côté, mais avec deux hydrosalpinx. Donc, l'hystérosalpingographie est un mauvais examen, par contre, pour le dépistage d'hypofertilité. Sa sensibilité est de 83%, sa spécificité est de 65%, et sa normalité n'élimine donc pas une anomalie anatomique tubaire. Cette hystérosalpingographie, elle est meilleure que la cystoscopie pour le diagnostic des pathologies tubaires proximales, mais à condition, bien sûr, d'avoir la possibilité de faire une salpingographie sélective, un cathétérisme de deux ossia tubaires, qui va permettre, bien sûr, une reperméabilisation des trompes. Cette hystérosalpingographie, elle est comparable à la cystoscopie pour le diagnostic des pathologies tubaires distales. Elle est nettement inférieure à la cystoscopie pour le diagnostic des pathologies péritubaires, essentiellement les adhérences pelviennes. Elle comporte également des biais d'interprétation, ce qui explique la variabilité d'un radiologue à un autre, bien sûr, qui est aux alentours de 20% de différence d'interprétation. Sa morbidité est faible,
et le risque infectieux initialement évalué à 3% est largement diminué par l'utilisation d'une antibioprophylaxie systématique le plus souvent. Par ailleurs, la réalisation de l'hystérosalpingographie avec des produits de contraste liposolubles augmente les chances de grossesse de 3 fois plus, donc, parce que cette hystérosalpingographie, elle permet parfois de reperméabiliser les trompes, donc avec la pression qu'on exerce au moment de l'hystérosalpingographie, ce qui permet souvent d'avoir des grossesses dans les cycles qui suivent la réalisation d'une hystérosalpingographie. Voyons maintenant le côté biologique. Quel bilan biologique on va demander chez une femme qui consulte pour un problème d'hypofertilité? Il y a des dosages hormonaux, des examens bactériologiques et des sérologies qu'on va demander. L'évaluation de la réserve ovarienne d'abord par des examens biologiques, par les dosages hormonaux, va se baser sur le dosage de la FSH, de l'estradiol, de l'inhibine B, de l'AMH, mais aussi un critère assez important qui est l'échographie endovaginale avec le compte de follicules en trop. Donc on va demander des dosages hormonaux à visée étiologique, essentiellement la prolactine, la progestéronémie, la TSH, T4 et un bilan andrologique. Donc la FSH, en fait, c'est le test de première intention de la réserve ovarienne qu'on est en train de demander tous. Donc cette hormone a une variabilité qui est intracyclique, c'est pour cette raison qu'elle devrait être dosée tout le temps entre le 2e et le 5e jour de cycle. Au-delà, une élévation de la FSH ne peut pas être en rapport avec une diminution de la réserve ovarienne, mais aussi il y a une variation intercyclique. On peut demander un dosage de la FSH pendant un cycle. Le cycle d'après, on peut trouver un taux de FSH plus élevé. La chose la plus importante, c'est que le taux le plus élevé de la FSH devrait être pris en considération, et donc souvent, c'est le taux le plus élevé qui témoigne bien sûr de la mauvaise réserve ovarienne. La FSH est associée à un dosage de l'estradiol, parce qu'il y a cet effet, bien sûr, le biofeedback. Elle s'élève avec l'âge, et le seuil limite est variable selon les techniques, bien sûr, de dosage. Et le meilleur pronostic quand le taux de FSH est inférieur à 10 unités internationales par millilitre. Au-delà de 10 unités internationales par millilitre, la FSH elle est prédictive d'une mauvaise réponse à la stimulation et non à une grossesse spontanée. Donc, si le taux de FSH est supérieur à 15 unités internationales par millilitre chez une femme jeune de moins de 35 ans, dans ce cas, le pronostic est meilleur que chez la femme âgée de plus de 35 ans. Avec le même taux de FSH, si la femme est âgée de plus de 35 ans, le pronostic est meilleur pour la femme la plus jeune. Un taux de FSH inférieur à 15 unités internationales par millilitre donne un taux de grossesse double par rapport à un taux de FSH entre 15 et 25. Donc, ce taux de FSH ne permet pas de diagnostiquer les mauvaises répondeuses à FSH normal. Parce qu'on peut avoir un taux de FSH normal avec une mauvaise réponse, et donc il ne faut pas compter là-dessus pour dire, voilà, ça c'est une bonne répondeuse, et celle-là c'est une mauvaise répondeuse. Donc, l'estradiollémie, c'est un dosage qui se fait au 3e jour de cycle, quand on est bien sûr dans le cadre d'une hypofertilité, d'une exploration. On n'est pas dans le cadre de monitorage pour bien sûr évaluer la réponse ovarienne. Donc l'estradiollémie est interprétée en association avec la FSH et c'est un indicateur de maturité folliculaire. Donc le meilleur pronostic en FIV contre le taux est entre 20 et 40 picogrammes 2e, 3e jour de cycle. Au-delà de 80, donc ce taux est considéré comme un taux de mauvais pronostic. L'inhibine B, donc elle est produite par les cellules de la granulosa, des petits follicules en trop, et son taux dépend du taux de FSH et de l'estradiol. Le dosage se fait toujours au 2e, 3e jour de cycle, et son augmentation témoigne d'une baisse de la réserve ovarienne. La valeur prédictive, c'est que quand le taux de l'inhibine est inférieur à 45 picogrammes par millilitre, donc c'est un bon pronostic, c'est une réserve qui est conservée. Au-delà de 45, c'est une mauvaise réserve ovarienne. Mais ceci n'est pas prédictif de la qualité ovocytaire. Même si vous avez un taux d'inhibine qui est élevé, donc ça ne témoigne pas d'une mauvaise qualité ovocytaire. La qualité sera appréciée bien sûr ultérieurement après la ponction éventuellement si on est sur un protocole de fécondation in vitro. Actuellement, le rôle de l'inhibine est controversé, elle n'est plus systématiquement demandée, elle a été détrônée par le dosage de l'AMH. L'AMH, en fait, elle est produite par les cellules de la granulosa aussi,
dès la fin de la vie fœtale, à partir de la 36e semaine d'aménorrhée en intra-utérin, avec un taux maximal à la puberté et elle diminue avec l'âge jusqu'à la ménopause. Elle inhibe le recrutement folliculaire initial et module la réponse à FSH du follicule. Elle est indépendante du dosage de la FSH et de l'estradiol et du coup, on peut la demander à n'importe quel jour de cycle et à n'importe quel moment de la journée. Donc c'est un marqueur quantitatif et qualitatif de la réserve ovarienne qui est de plus en plus actuellement demandée. Elle serait normale entre 2 et 10 nanogrammes par millilitre et il y a peu de fluctuations intra-individuelles intercycliques. Donc, au total, actuellement, bien sûr, quels sont les moyens d'évaluation de cette réserve ovarienne? C'est d'abord l'âge. Deuxièmement, le dosage de la FSH de base, mais aussi de l'AMH, et surtout le compte de follicules en trop, qui sont le moyen le plus objectif pour apprécier la réserve ovarienne. Et c'est des faisceaux d'arguments, mais même si cette réserve ovarienne a été jugée diminuée, il reste tout le temps le test ultime, c'est qui est le test de stimulation ovarienne. Et assez souvent, on peut même stimuler avec des mauvaises réserves ovariennes et récupérer des ovocytes de bonne qualité. La patiente idéale pour une grossesse, c'est une patiente qui a un taux de FSH inférieur à 9,5, un taux d'inhibine inférieur à 45, un taux d'AMH au-delà de 2 nanogrammes par millilitre et éventuellement 7 follicules en trop en début de cycle de chaque côté, avec bien sûr un âge inférieur à 35 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de patientes idéales en PMA. Donc, le bilan, l'étude bactériologique, en fait, se base sur d'abord le prélèvement vaginal chez la femme, et surtout quand il y a des signes cliniques de leucorrhée, de douleur, et c'est un examen de deuxième intention, ce n'est pas un examen de première intention. Si l'examen est normal et que le col il est sain, il n'y a pas de sécrétion anormale, on n'est pas censé demander systématiquement, dès la première consultation, un prélèvement vaginal. Les germes à rechercher, c'est essentiellement l'infection à gonocoque, mycoplasme, le chlamydia trachomatis, les trichomonas et les vaginoses, bien sûr, Gardnerella vaginalis. Donc, ce sont les principales, bien sûr, les principaux germes à rechercher. Donc, le prélèvement vaginal doit se faire au niveau du cul-de-sac vaginal pour les germes banaux, au niveau de l'endocole pour le mycoplasme et le chlamydia, et au niveau de l'exocole pour la recherche de leucocytes et les cellules épithéliales. Donc, la culture, on ne rentre pas dans les détails bien sûr bactériologiques, sauf qu'il est actuellement recommandé de faire la recherche du chlamydia et du mycoplasme par PCR. Les dosages hormonologiques, étiologiques actuellement qui seront demandés, on dose systématiquement la prolactine, même en l'absence de galactorée. Donc, il y a des conditions de prélèvement strictes qui devraient être respectées. C'est un prélèvement qui se fait au repos. Après avoir calmé la patiente, on met le cathéter, on laisse la patiente au repos et on fait les prélèvements par la suite. Parce que c'est un prélèvement, c'est un dosage qui est très variable même avec le stress. Une petite tachycardie, un petit stress peut augmenter le taux de la prolactinémie au-delà de 30 unités internationales par millilitre. Donc, ça se fait idéalement au 3e jour de cycle, au repos et à jeun, donc chez des patients. Au-delà de 30, bien sûr, certains demandent systématiquement une IRM de la selle turcique. Deuxième bilan hormonologique à visée étiologique, c'est le dosage de la TSH à la recherche, bien sûr, d'une hypothyroïdie infraclinique, mais même si le taux de TSH est soi-disant normal, aux alentours de 5 unités internationales par millilitre, essayez de faire baisser ce taux inférieur à 2,5. Assez souvent, ça vous permet d'avoir une meilleure stimulation ovarienne. Donc, le dosage de la LH, bien sûr, peut être demandé, et les androgènes surrénaliens. Les androgènes seront demandés, le dosage des androgènes seront demandés quand il y a des signes d'appel ou quand il y a des signes d'hirsutisme ou de signes d'hyperandrogénie ovarienne, mais aussi on demande systématiquement, idéalement, on demande systématiquement le dosage de la 17-OHP, bien sûr, chaque fois qu'on est face à une patiente qui a un tableau d'ovaire micropolycystique, et ça nous permet en quelque sorte d'éliminer le diagnostic rare et exceptionnel, mais le diagnostic d'hyperplasie congénitale du surrénal dans sa forme tardive qui peut s'exprimer uniquement par un aspect d'OPK. Donc,
Passons maintenant au test postcoïtal. Ce test postcoïtal, il apprécie le comportement des spermatozoïdes dans les sécrétions vaginales, ou les sécrétions génitales féminines. Il est effectué en phase donc immédiatement préovulatoire lorsque la glaire est jugée perméable. Après 2-3 jours d'abstinence et 8 à 12 heures après le rapport sexuel, sans aucune toilette vaginale après le rapport. Après mise en place du spéculum, la glaire sera prélevée et les caractéristiques de la glaire seront étudiées immédiatement avec l'évaluation du score d'Insler, idéalement qui devrait être aux alentours au-delà de 10 sur 12. Le nombre et la mobilité des spermatozoïdes seront appréciés sur plusieurs champs à l'aide d'un microscope à contraste de phase avec un objectif, avec un grossissement à 40. Donc, le test postcoïtal, le test du UNR, en fait, reflète la sexualité du couple, analyse la compatibilité glaire-sperme, la qualité de la glaire, le nombre et la survie des spermatozoïdes au niveau de la glaire vaginale, au niveau du vagin. Ce test postcoïtal ne dispense pas de la réalisation d'un spermogramme, d'un spermocytogramme et d'une spermoculture. Souvent, quand on demande un spermogramme, il vaut mieux demander en même temps une spermoculture. Mais faut-il encore le réaliser? Certains vous disent que c'est un test qui ne sert plus à rien. Bon, en fait, le but de ce test n'est pas d'évaluer les chances de grossesse, c'est un test diagnostique de première intention et d'orientation surtout pour ceux qui ont des difficultés de réalisation du spermogramme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de prélèvement, bien sûr, de sperme. Donc, il vaut mieux le faire. Donc, ça se réalise en période préovulatoire avec une glaire optimale, on l'a déjà dit. Et on peut refaire le test postcoïtal quand il est déficient, après 48 heures, si la qualité de la glaire est jugée initialement mauvaise. Donc, les conditions, on a déjà dit ça. Donc, et là, le score d'Insler, que vous connaissez mieux que moi, donc un score cervical d'Insler de 0 à 12, donc 0 à 3, c'est une glaire non réceptive. Elle est dite insuffisante, cette glaire, quand il est de 4 à 7. Une glaire qui est qualifiée de réceptive entre 8 et 10 et au-delà de 11, donc c'est une glaire qui est dite optimale. La numération et la mobilité des spermatozoïdes au prélèvement de l'endocole au grossissement 40, ce test est positif et riche quand il y a plus de 10 spermatozoïdes mobiles. Il est pauvre quand il y a moins de 10 spermatozoïdes mobiles. C'est un test qui est déficient quand les spermatozoïdes peu mobiles ou immobiles, et il est négatif quand il n'y a pas du tout de spermatozoïdes. Donc, on va passer aux explorations endoscopiques, essentiellement l'hystéroscopie et la cilioscopie. Est-ce qu'on demande ça de première intention ou non? Non. Souvent, c'est des examens qui se demandent après le bilan initial, s'il y a des signes d'appel. Donc, la prévalence de l'infertilité inexpliquée est de 10 à 15%. Et quand on dit inexpliquée, c'est que toutes les explorations sont normales. Si une cilioscopie est réalisée après 4 cycles de citrate de clomifène, il est mis en évidence 50% d'endométriose et 33% d'adhérence pelvienne. Quand même, c'est pas peu, mais assez souvent, c'est des endométrioses stade 1, c'est des endométrioses péritoniales, sans qu'il y ait un retentissement sur la perméabilité tubaire. En cas d'infertilité secondaire, un plus grand nombre d'anomalies peut être retrouvé, surtout si la femme a déjà accouché par césarienne. Cependant, il n'y a pas plus de taux de grossesse si la cilioscopie est réalisée avant ou après plusieurs inséminations intra-utérines. Aucune différence. La cilioscopie semble donc avoir une place dans l'exploration de l'infertilité inexpliquée après les inséminations intra-utérines avant le passage en fécondation in vitro. Sa place est à pondérer avec l'âge de la patiente et sa réserve ovarienne. L'hystéroscopie sera réalisée souvent en cas de pathologie intra-utérine diagnostiquée à l'échographie ou à l'hystérosonographie ou à l'hystérosalpingographie, ou bien en cas d'échec d'implantation répétée, essentiellement en fécondation in vitro. Donc, on va passer rapidement. Pour conclure, en fait, l'infertilité de couple, c'est une pathologie, elle est de plus en plus fréquente dans nos consultations, et ceci est lié essentiellement à l'âge tardif de mariage actuellement. Donc, c'est des femmes qui ont une première grossesse en moyenne à l'âge de 31 ans, mais il y a beaucoup de patientes qui consultent pour une première grossesse après 35 ans. Mais aussi, c'est lié au comportement sexuel des couples. L'arsenal diagnostique thérapeutique est actuellement large
Et il faut qu'il y ait une actualisation des connaissances et des pratiques pour améliorer la prise en charge. Il devrait être rapide et multidisciplinaire de ces patientes. Je vous remercie. Merci, Dr Benamara, pour ce topo très exhaustif sur l'exploration d'un couple infertile. Et merci d'avoir respecté le timing. C'était excellent. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à la salle pour voir s'il y a quelques petites questions, une ou deux petites questions, pour préciser les choses ou clarifier les choses. Oui, docteur Mouni. Merci, docteur. Merci, cher ami, pour votre... Bien. Merci, cher ami, pour votre présentation. Moi, j'ai juste une petite question à vous poser. En fait, la place de la célioscopie dans l'exploration de la fertilité. Pourquoi vous l'avez vraiment posée entre l'insémination et la fécondation in vitro? Si vous avez des échecs d'insémination, est-ce que vous pensez que faire une célioscopie avant la fécondation in vitro vous amènera des choses? Si c'est oui, est-ce que vous pouvez nous les dire? Non, ce n'est pas obligatoire de faire une cystoscopie actuellement, même si on passe en fécondation in vitro sans faire une cystoscopie, ce n'est pas vraiment un problème. Mais souvent, ceux qui font la cystoscopie en matière d'hypofertilité recommandent actuellement la réalisation de cette cystoscopie après échec d'insémination, à la recherche bien sûr à la recherche d'endométriose ou d'adhérence pelvienne, qui peuvent expliquer l'échec de l'insémination, mais probablement ça permet bien sûr de reporter l'indication de la fécondation in vitro sans plus, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. D'accord. Au fait, pour moi, je pense qu'il faudra peut-être l'intégrer dans tout le protocole, mais ça dépendra essentiellement en fait de l'âge et de la durée de l'infertilité. Si on a la possibilité d'essayer de couple à aider à concevoir naturellement, si l'hypofertilité ne date pas plus que 2-3 ans, si la patiente est jeune, on a peut-être la possibilité de faire la célioscopie et de voir s'il y a une pathologie qu'on pourra peut-être traiter pour essayer d'améliorer la fertilité. Mais vraiment, si on a des patientes qui sont un peu plus âgées, vraiment, il n'y a pas de place à attendre à faire une célioscopie avec toutes les... Voilà. Parfaitement d'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, sans plus tarder, on va faire un petit 5 petites minutes, un petit écart de programme.